Il est dit que tout au bout du monde, là où les cartes cessent de parler et où le vent dessine ses propres frontières, s'étend un lieu que l'on appelle les jardins suspendus de Néré. Ce n'est pas un jardin au sens commun, non, c'est un monde en soi, invisible aux yeux trop pressés, protégé par la lenteur des saisons et le silence des âmes qui savent écouter. Ce soir-là, comme chaque soir depuis ce que l'on appelait jadis le grand sommeil, la brume descendait doucement sur les feuillages bleus. Une brume tiède, presque liquide, qui s'accrochait aux branches comme de fines mains d'eau. Les arbres, hauts et souples comme des roseaux anciens, s'inclinaient légèrement au passage d'un souffle discret que nul ne voyait vraiment, mais que tout être ressentait en son cœur. On l'appelait le souffle de Néré, et au centre du jardin, sous un dôme végétal tissé par les mousses et les lianes centenaires, dormait une femme aux cheveux d'argent. Elle s'appelait Héliade. Héliade ne se souvenait plus vraiment de son arrivée ici. Elle se souvenait d'avoir marché longtemps, de s'être couchée un jour contre un rocher tiède, puis de s'être réveillée dans ce monde suspendu. Depuis, le temps avait changé d'allure. Les jours ne suivaient plus le cours habituel. Ils s'étiraient, s'arrondissaient, se chevauchaient parfois, comme les pétales d'un lotus en train d'éclore. Chaque matin, Héliade se levait sans hâte, vêtue de sa robe faite d'écume tissée et de feuilles douces. Elle marchait pieds nus sur les chemins de lumière, saluant les pierres qui murmuraient, les sources qui fredonnaient, et les lucioles qui flottaient dans l'air comme des pensées non formulées. Elle vivait dans une maison creusée dans le tronc d'un grand arbre nommé Arentia. Cet arbre ne parlait pas à voix haute, mais il rêvait, et ses rêves réchauffaient les murs de bois de l'intérieur. Les nuits y étaient douces, toujours tièdes, jamais noires. Il y avait des lanternes végétales, des fleurs qui s'ouvraient quand le sommeil approchait, libérant une brume légère aux senteurs de noisettes et de lavande. Héliade avait un compagnon. Ce n'était pas un homme, ni un animal, mais quelque chose entre les deux. Un esprit papillon nommé Miro. Miro avait un corps fin, lumineux, fait d'ombre et d'ailes, et des yeux si vastes qu'on s'y perdait volontiers. Il ne parlait pas avec des mots, mais par la mémoire des parfums. Quand il voulait dire « viens », il diffusait une odeur de pain chaud. Quand il voulait dire « attention », c'était une brise d'eucalyptus. Et quand il voulait dire « je suis là », il faisait pousser une petite fleur bleue à côté d'elle. Ce matin-là, Miro avait éveillé Héliade avec une senteur nouvelle. Quelque chose de sucré, d'amer aussi. Un parfum de figues vertes et de pluie sur la pierre chaude. C'est un souvenir ancien, murmura Héliade en s'étirant dans la lumière douce du matin. Un souvenir de là-bas. Miro virevolta, traçant dans l'air une spirale douce. Il indiquait le sentier du sud, celui qu'Héliade n'avait jamais emprunté. Ce sentier n'était pas défendu, non. Mais il portait en lui une promesse de changement. Et dans le jardin de Néré, le changement était toujours une chose lente, sacrée, presque redoutée. Miro virevolta, traçant dans l'air une spirale douce. Il indiquait le sentier du sud, celui qu'Héliade n'avait jamais emprunté. Ce sentier n'était pas défendu, non. Mais il portait en lui une promesse de changement. Et dans le jardin de Néré, le changement était toujours une chose lente, sacrée, presque redoutée. Héliade se leva donc, glissa un manteau de feuilles sur ses épaules et s'engagea doucement sur le sentier du sud, Miro dansant au-dessus d'elle. Les arbres se faisaient plus rares, remplacés par de grands plateaux de mousse vive. Par endroits, des bassins reflétaient le ciel comme des miroirs liquides. Des pierres anciennes,
hautes comme des hommes, se dressaient en cercle, ornées de symboles que seul le silence savait lire. En traversant ce lieu, Eliade sentit un changement en elle. Quelque chose s'ouvrait doucement, comme si une porte oubliée venait d'être effleurée par une clé invisible. Elle arriva au bord d'un lac. Il était d'une clarté parfaite, comme si l'eau avait été soufflée dans du cristal. Au centre du lac flottait une île, toute petite, à peine plus grande qu'une barque. Et sur cette île, il y avait un homme. Il était assis, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. Il ne bougeait pas. Sa peau avait la couleur du sable au coucher du soleil. Ses cheveux étaient noirs comme les nuits profondes. Et ses yeux, fermés mais lumineux sous les paupières. Eliade ne comprenait pas. Aucun être humain n'avait mis les pieds dans le jardin depuis. Depuis quand déjà? Depuis toujours, peut-être. Mais cet homme ne semblait pas perdu. Il semblait attendre. Miro émit une odeur de vent salé, celle qu'on sent quand une voile se lève. « Il t'attend », dit Eliade sans comprendre pourquoi elle le disait. Elle posa un pied dans l'eau. Elle s'attendait à un froid limpide, mais ce fut tiède, accueillant. L'eau s'écarta autour d'elle comme si elle la reconnaissait. Pas un bruit, pas une ride, seulement son souffle et celui du monde. Arrivée sur l'île, elle s'assit face à l'homme. « Je suis Eliade. » Il ouvrit les yeux, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni surprise. Il n'y avait qu'un reflet, celui d'un arbre qu'elle ne connaissait pas encore, d'un feu qu'elle n'avait pas encore allumé, d'un mot qu'elle n'avait pas encore prononcé. « Je suis Nîmes, » dit-il simplement. Et à cet instant, un souffle ancien, très ancien, parcourut le jardin. Nîmes n'était pas un étranger. Du moins, pas dans l'étrange langage du jardin. Eliade le comprit dès qu'elle vit les petites lucioles venir se poser sur ses épaules, comme elle l'avait toujours fait pour elle. Miro tournoyait lentement autour de lui. Curieux, mais serein, ils ne se parlèrent pas davantage ce jour-là. Ils restèrent simplement assis, l'un en face de l'autre, respirant le même air, partageant un silence si pur qu'il semblait être une langue oubliée. Le soleil baissa lentement dans le ciel d'ambre. Eliade finit par s'allonger sur l'herbe douce de l'île. Le sommeil vint vite, profond, rêveur. Quand elle se réveilla, Nîmes était toujours là. Il observait les ondulations de l'eau, les mouvements lents des herbes aquatiques sous la surface. « Comment es-tu venue ici » demanda-t-elle. Il la regarda longuement avant de répondre. En rêvant, elle sourit. C'était une réponse que le jardin pouvait comprendre. Les jours suivants, ils les passèrent ensemble. Eliade lui fit découvrir les clairières chantantes, les forêts suspendues, les fruits qui poussaient au bout des lianes comme des gouttes de lune. Nîmes marchait sans jamais déranger quoi que ce soit. Les animaux, les plantes, les pierres même, semblaient reconnaître en lui quelque chose de familier. Il ne parlait pas souvent. Mais quand il le faisait, ses mots résonnaient longtemps, comme des échos dans les creux du cœur. Un soir, près du bassin aux étoiles, Eliade lui demanda « Que cherchais-tu avant de venir ici ?» Il mit un long moment avant de répondre. « Un endroit où le temps n'est pas une menace, où l'on peut s'arrêter sans être coupable de s'arrêter. » Elle comprit. Elle aussi avait longtemps cherché ce lieu, sans savoir qu'elle le cherchait. Les saisons passaient, mais différemment ici. Chaque saison durait le temps qu'il fallait à l'âme pour respirer. Il n'y avait pas de calendrier, seulement des signes subtils. Une fleur qui s'ouvre, un papillon qui change de couleur, un vent qui sent le fruit mûr. Une nuit, Eliade rêva d'un feu. Un feu haut, immense, au centre du jardin. Il ne brûlait pas. Il éclairait doucement, comme un cœur ouvert. Et dans ce feu, elle vit des visages, des anciens, des dormeurs,
des voyageurs comme elle. Elle se réveilla en sueur. Nîmes était là, à côté d'elle. Il lui tendit une feuille d'eau, qu'elle but sans poser de questions. « C'est le souffle qui t'appelle, dit-il. »« Le souffle ? Le cœur du jardin. Il veut te montrer ce qui fut, et ce qui pourrait être. » Ce jour-là, ils marchèrent loin, très loin. Ils franchirent des sentiers qu'Eliade n'avait jamais vus. Ils traversèrent une plaine de lumière où l'ombre n'existait pas, puis une vallée de silence où même les pensées semblaient se taire. Enfin, ils arrivèrent au cœur. Un arbre gigantesque aux racines plongées dans un lac souterrain, aux branches disparues dans la brume du ciel. Il battait doucement. Oui, battait, comme un cœur vivant. Eliade posa sa main sur son tronc. Une chaleur douce la traversa. Et des images, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des enfants qui riaient, des batailles oubliées, des mères sans nom, des femmes en robe d'écorce chantant sous la lune. Et une vision, elle-même, mais différente, plus âgée, entourée de dormeurs, veillant sur eux comme sur des graines. Quand elle rouvrit les yeux, Nîmes la regardait sans un mot. « C'est une mémoire ?» demanda-t-elle. « C'est une possibilité. » Ils restèrent longtemps là, à écouter le souffle lent du monde. Le retour fut silencieux. Le jardin semblait plus vaste, plus vivant encore. Partout, la vie battait doucement, dans l'écorce, dans l'eau, dans le vent. Les jours passèrent, puis les semaines, puis le temps, qui n'avait plus de nom. Un matin, Nîmes lui dit « Je dois partir ». Elle sentit une brume monter en elle. Pas une tristesse, une attente. Pourquoi ? Parce que le jardin m'a montré le chemin, et que ce chemin continue ailleurs. Elle ne demanda pas où. Elle savait que ce genre de départ ne se décrit pas. Il se ressent. Avant qu'il ne parte, elle posa ses mains sur les siennes. Miro fit naître une fleur dorée entre leurs doigts. « Tu reviendras » murmura-t-elle, comme si le jardin le veut. Il s'éloigna par le sentier du sud, celui-là même par lequel il était venu. Et il disparut dans la brume sans un bruit. Les saisons passèrent encore. Eliade retrouva sa solitude douce, mais jamais tout à fait pareille. Elle parla souvent à Miro, parfois à haute voix, parfois par le silence. Elle dormait sous les branches d'Arentia, rêvait du feu sacré, de visages inconnus, de lieux qui n'existaient peut-être pas, ou pas encore. Un jour, elle vit une autre silhouette au loin. Une femme, cette fois, plus jeune, perdue peut-être, curieuse. Et Eliade comprit que son rôle venait de changer. Elle devint gardienne, veilleuse, passeuse de saison. Un soir, en regardant le ciel, elle pensa à Nîmes. Elle pensa à son regard tranquille, à ses mots rares, à cette façon qu'il avait de ne jamais brusquer le silence. Elle sentit alors une odeur très légère dans l'air, figues vertes, et pluie sur la pierre chaude. Elle ferma les yeux et sourit. La jeune femme aperçue au loin s'appelait Célène. Ce n'était pas son vrai nom, du moins pas dans le monde d'avant. Mais ici, les noms se déposaient comme la rosée, naturellement, silencieusement. Et Eliade l'appela ainsi. Célène était venue avec une mémoire trouble, des rêves hachés, des éclats d'émotions plus vifs que des souvenirs. Elle portait la fatigue de ceux qui ont trop veillé, trop donné, trop espéré sans jamais recevoir. Son regard errait, même quand ses pas s'arrêtaient. Eliade ne lui posa pas de questions. Le jardin enseignait sans forcer, en laissant les choses éclore. Elle lui montra les sentiers souples, les fruits qui poussaient dans le creux des branches, les pierres qui chantent lorsqu'on les touche au bon moment de la journée. Célène mit du temps à sourire. Mais un matin, alors qu'elle cueillait des grappes de brume sucrée, elle rit. Vraiment. Un rire bref, presque étonné. Et Eliade sut qu'elle était en train d'arriver. Pas seulement dans le lieu, mais dans elle-même. Une nouvelle saison commençait. Le jardin, lui, semblait vibrer de plus en plus.
Le vent avait changé. Il avait une densité nouvelle, comme s'il portait des messages d'autres lieux. Des feuilles, jusqu'alors toujours douces, se mirent à frissonner la nuit. Et Miro, d'ordinaire si calme, tournait parfois en cercles inquiets au-dessus du lac. Une nuit, Eliade rêva de Nîmes. Il marchait sur un chemin d'ombre, entre deux mondes. Dans ses mains, une pierre qui brillait comme une étoile éteinte. Il s'arrêta, regarda droit vers elle, et dit sans bouger les lèvres. Le jardin change, il s'ouvre. Elle se réveilla avec une sensation étrange, à la fois de manque et d'attente, comme si quelque chose approchait, quelque chose de très ancien, ou de totalement nouveau. Sélène, elle aussi, faisait des rêves. Elle en parlait peu, mais parfois elle griffonnait sur des écorces, dessinant des formes abstraites, spirales, oiseaux à trois ailes, yeux dans des nuages. Un matin, elle montra l'un de ses dessins à Eliade. C'était une porte, immense, sculptée dans le bois, entourée de lianes. « Elle est dans mes rêves, dit-elle, toujours fermée, mais elle pulse. » Eliade la reconnut, le cœur du jardin, mais transformé. « Peut-être qu'il t'attend, » murmura-t-elle. Alors elles y allèrent. Le voyage fut plus long cette fois. Les sentiers avaient changé. Certains endroits s'étaient déplacés. Ou peut-être étaient-elles différentes, elles. Elles traversèrent la clairière aux reflets inversés, où les miroirs d'eau ne montraient pas ce qu'on est, mais ce qu'on pourrait devenir. Elles croisèrent un animal qu'Eliade n'avait jamais vu. Une créature faite de brume et de pétales, qui flotta sans bruit, puis disparut dans un soupir. Enfin, elles arrivèrent devant le chœur, et la porte y était. Une immense porte végétale, née de l'écorce elle-même. Elle vibrait faiblement, pas de manière inquiétante, mais vivante. Sélène s'approcha, tendit la main. La porte s'ouvrit sans bruit. Derrière, il n'y avait pas un lieu, mais un ciel vivant, un espace suspendu, empli de constellations lentes, de souffles, de formes sans forme, comme si elles étaient entrées dans le rêve du jardin lui-même. Une voix, ou était-ce une pensée, leur parla. « Vous êtes les semeuses ?» Eliade sentit une onde la traverser. Pas une douleur, une reconnaissance. « Semeuse de quoi ?» demanda Sélène à voix basse. « Et de liens, de silence fertile, de passage. » Puis tout s'effaça dans une lumière douce. Elles se réveillèrent au pied du chœur, comme si elles avaient dormi longtemps. Mais quelque chose avait changé. Le jardin n'était plus seulement un abri, il devenait un seuil. Dès lors, d'autres voyageurs arrivèrent, lentement, par les brumes, par les rêves, par des chemins invisibles. Un vieil homme qui sentait le bois ancien et parlait aux escargots. Une enfant muette qui dessinait des cartes du ciel avec des cailloux. Une femme au rire grave qui guérissait les plantes, rien qu'en les touchant. Eliade ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait au fond d'elle que le jardin appelait, qu'il devenait un lieu de passage entre ce monde et un autre. Un lieu pour reposer, se souvenir et peut-être renaître. Un soir, alors qu'elle observait les nouveaux venus s'installer, Miro poussa un cri qu'elle n'avait jamais entendu. Elle leva les yeux et vit Nîmes, mais il n'était pas seul. À ses côtés marchait une créature étrange, mi-humaine, mi-nuage. Elle brillait faiblement, comme une étoile au matin. Nîmes tenait sa main. Eliade sentit ses genoux fléchir, non pas de peur, ni de joie pure, mais d'intensité. Il s'approcha, posa ses yeux sur elle. Toujours les mêmes, calmes, profonds. « Tu as semé, dit-il. Et toi, où étais-tu » Il regarda la créature brumeuse, puis le ciel. « J'ai appris à écouter un monde qui ne parle pas. » Il tendit sa main vers elle. « Viens, ce n'est plus le jardin d'avant. » Et Eliade comprit. Le jardin n'était pas un refuge. Pas seulement. C'était un lieu d'éveil lent, de passage doux. Un berceau pour ceux qui avaient besoin d'oublier et de se souvenir autrement. Elle prit sa main.
et avança vers une nouvelle saison, vers un monde encore en rêve. Ils marchèrent longtemps, Nîmes, Eliade et la créature nuage. Le jardin les laissait passer. Les plantes s'écartaient. Les pierres devenaient molles comme mousse. Même le vent faisait silence. Il ne parlait presque pas. Pas besoin. La créature semblait les guider. Elle ondulait doucement, posant ses pas à peine visibles sur des lieux qui s'ouvraient comme des songes. Elle avait l'air jeune ou très vieille. Elle n'avait pas de bouche, mais Eliade sentait sa voix, non pas dans l'oreille, dans le souffle. Un jour, ils arrivèrent devant un arbre blanc. Pas un arbre comme les autres, un tronc de givre, des feuilles en spirale, un chant doux qui montait depuis les racines, comme si la sève murmurait des prières. La créature s'approcha et posa sa paume contre l'écorce. Alors le chant s'intensifia, devint clair, presque humain. Une mélodie d'enfance oubliée. « C'est l'arbre miroir, dit Nîmes. Il te montre ce que tu es devenu et ce que tu deviendras si tu choisis de continuer. » Eliade s'approcha à son tour. Elle posa la main et elle vit, d'abord, une lumière, puis des images, un tourbillon d'instants. Elle, petite, courant dans un champ d'herbe haute. Elle, adulte, pleurant dans une pièce blanche. Elle, dans le jardin, seule, endormie contre Miro. Puis, un avenir, elle, vieille, sereine. Le jardin rempli de visages, d'enfants, de voyageurs. Une cité de silence et de douceur. Un monde où l'on apprend à ne pas se presser. Elle ouvrit les yeux et pleura doucement. Nîmes la regarda sans rien dire. Il savait. Ils passèrent ensuite dans ce que le jardin appelait la zone d'ému, une terre mouvante. Chaque pas faisait naître un sol différent. Roches, sable, herbe, verre. Le ciel changeait de couleur sans prévenir. Le temps s'étirait ou s'accélérait, sans logique. Ils croisèrent d'étranges formes, des bulles suspendues, chacune contenant un fragment de rêve. Des sphères où flottaient des souvenirs, des regrets, des possibles. La créature nuage ralentit, puis s'arrêta devant une bulle. Elle la caressa, et l'image à l'intérieur s'ouvrit. Une silhouette qui tombait dans l'eau, puis se relevait. Encore, encore. « Elle t'appartient » demanda Eliade. La créature hocha la tête. Sa lumière vacilla, douce. Alors Eliade comprit. Ces bulles étaient les douleurs que le jardin n'avait pas encore guéries. Ils continuèrent, plus lents. Un soir, alors qu'ils s'étaient arrêtés au bord d'un lac invisible, on ne le voyait qu'en fermant les yeux, Eliade dit doucement « Le jardin n'est pas qu'un lieu, c'est une épreuve. » Nîmes sourit. « Ou un apprentissage. Et nous, sommes quoi? Des élèves, des fragments. » Il resta silencieux longtemps, puis dit « Nous sommes des ponts. » Elle répéta ce mot en elle. « Pont !» Cela résonna. Plus loin, ils trouvèrent un espace entièrement fait de voix. Pas de sol, pas de ciel, juste des mots suspendus qui flottaient. Certains anciens, oubliés, d'autres à venir. Un murmure de poèmes, de cris étouffés, de secrets chuchotés. La créature nuage s'y dissolut doucement, comme si elle avait atteint sa forme finale, ou son origine. Une dernière onde douce la traversa. Elle regarda Eliade, et Eliade sentit ces mots sans les entendre. « Merci d'avoir écouté ce que tant d'autres ont fui. » Puis elle disparut, non pas comme une fin, mais comme une graine qui retourne à la terre. Il ne resta plus que deux, Eliade et Nîmes, et le jardin, ou plutôt ce qu'il devenait, car autour d'eux, les arbres avaient changé. Les fleurs chantaient des langues nouvelles. Des éclats de rêve tombaient du ciel comme neige. Et surtout, de nouvelles silhouettes apparaissaient. Des enfants, des vieillards, des êtres d'ombre, d'eau, de vent, des rêveurs. Ils arrivaient, et Eliade comprit. Ce n'est plus un jardin, c'était une entrée. Vers quoi elle ne le savait pas encore,
mais elle se sentait prête. Une dernière nuit, elle s'assit près du premier lac. Miro dormait roulé contre son flanc. Nîmes, lui, regardait le ciel, où les étoiles se mouvaient lentement, comme si elles cherchaient leur place. « Nous allons devoir partir un jour, dit-elle. Oui. Et si on ne revenait pas ?» Il prit sa main. Alors le jardin vivra en ceux qui viendront, et en nous, à chaque silence, chaque regard, chaque pas lent dans une forêt inconnue. Elle ferma les yeux et rêva. Pas de fin, pas de début, juste un souffle. Le jardin, devenu seuil, se diluait doucement dans autre chose, quelque chose de plus vaste. Les anciens sentiers n'existaient plus vraiment. Ils flottaient à présent, suspendus comme des souvenirs. Les arbres devenaient transparents au crépuscule. Les lacs se déplaçaient selon les rêves de ceux qui s'endormaient à proximité. Eliade et Nîmes marchaient désormais sur des sols faits de mémoire. Parfois, sous leurs pieds, une scène surgissait. Un vieil amour oublié, un matin d'enfance, une pluie chaude tombée un soir d'août. Ils ne se parlaient presque plus. Ils ressentaient, une nuit, alors que tout semblait figé dans une douce immobilité, une lumière apparut au loin. Pas une lumière aveuglante, une lueur tremblée, comme une lanterne dans le brouillard. Elle flottait, immobile. Ils s'approchèrent, sans bruit, et découvrirent un enfant. Il ne dormait pas. Il les observait, yeux grands ouverts, paisibles. Il avait l'air de les attendre. Eliade sentit son souffle se suspendre. Cet enfant n'était pas né ici, ni vraiment ailleurs. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle doucement. L'enfant sourit. « Je ne sais pas encore, mais vous m'avez rêvé. » Ces mots glissèrent en elle comme une vérité ancienne. Ils l'avaient rêvé, ou le jardin l'avait rêvé à travers eux. L'enfant les guida vers un nouveau lieu, un espace encore inconnu. Une forêt inversée, où les arbres poussaient vers le bas, suspendus au ciel, leurs racines trempant dans les nuages. Le sol y était fait de silence, et chaque pas résonnait comme une pensée. Là, l'enfant s'arrêta. Il tendit la main vers un espace vide, et dans ce vide, un pont apparut. Pas un pont ordinaire, un pont de brume et de lumière. Il semblait fait d'échos, de soupirs, de possibles. L'enfant se tourna vers eux. « Est-ce ici qu'on passe ?»« Vers quoi ?» demanda Nîmes. L'enfant regarda le vide, vers ce qui n'a pas encore de nom. Ils hésitèrent. Eliade sentit en elle un mélange de vertige et de calme. Et si tout ça n'était qu'un passage vers un autre commencement? Elle pensa à Célène, restée en arrière, à Miro endormi près du lac, à toutes les âmes croisées dans le jardin. Puis elle prit la main de Nîmes. « Je ne veux pas fuir ce monde. »« Tu ne fuis pas, dit-il, tu ouvres. » Ils firent un pas, puis un autre, et le pont les porta. De l'autre côté, il n'y avait pas de lumière, ni d'ombre, juste une présence, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis des formes apparurent, lentes, douces, malléables. Un univers en devenir, un jardin d'avant la naissance. Chaque pensée devenait un arbre, chaque souvenir un sentier, chaque silence une source. Eliade comprit. Ici, le monde s'écrivait. Ils n'étaient plus des voyageurs, ils devenaient tisseurs. Alors ils s'assirent et commencèrent à rêver. Pas comme on rêve la nuit, mais comme on crée. Ils rêvèrent un matin d'automne avec du vent dans les feuillages. Ils rêvèrent une mer douce, sans rivage. Ils rêvèrent un enfant qui sourit sans raison, et le monde se formait autour d'eux. Un jour, ou une éternité plus tard, une voix douce les tira de leur trame. Puis-je entrer ? Ils se retournèrent. C'était Célène, debout sur le pont, les yeux pleins de ciel. « Je crois que c'est mon tour, » dit-elle, et elle entra. Ils étaient maintenant trois tisseurs, et autour d'eux, un monde se construisait, lentement, tendrement. Pas un monde pour fuir l'ancien, mais un monde pour apprendre à recommencer autrement. Et pendant ce temps, au loin dans l'ancien jardin, les feuilles murmuraient encore, les pierres chantaient au lever du soleil, Miro veillait paisible, car même quand les voyageurs partaient, le jardin continuait d'attendre.
toujours. Les jours ou les instants passaient dans le monde tissé par Eliade, Nîmes et Sélène. Ici, le temps n'était pas linéaire. Il se pliait, s'étirait, s'enroulait autour des pensées. Parfois, un souvenir devenait pluie, un rire devenait rivière, un soupir ouvrait une clairière. Ils n'avaient plus besoin de mots. Leurs rêves suffisaient à façonner les contours du monde. Mais bientôt, une question se posa. Elle vint lentement, comme une brise froide sur une nuque réchauffée. Et si d'autres venaient? C'était Eliade qui, la première, sentit cette vibration dans l'air, une sorte de frisson ancien. Elle posa la main sur la terre qu'ils avaient créée et sentit battre en profondeur un cœur oublié. Un appel, un écho. « Quelqu'un approche », dit-elle simplement. Nîmes leva les yeux. Quelqu'un ou quelque chose? Le monde autour d'eux réagit. Le ciel devint miroir. Les arbres frémirent d'un vent qui n'existait pas encore. Et de cette lumière en torsade, une voix surgit. Non pas une voix comme celle des vivants, une voix tissée d'oubli, de peine, de promesses non tenues. Eliade, elle se figea. Elle connaissait cette voix. C'était celle de Lior. Un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis l'avant-jardin. Un nom gardé sous sa peau. Un nom de douleur. Lior avait été son frère, ou son reflet, ou son amour. Elle ne savait plus. Il appartenait à l'ancien monde, celui d'avant la traversée. Et pourtant, il était là, pas sous forme humaine, mais sous forme de fracture dans la brume. Il n'était pas entier. « Tu m'as oublié, dit-il. » Elle ferma les yeux. Une larme coula sans bruit. « Je t'ai laissé partir, murmura-t-elle. Mais je ne suis jamais arrivé, répondit-il. Alors elle s'agenouilla et fit quelque chose de nouveau. Elle ouvrit un espace dans leur monde. Pas une forêt, pas un lac, pas un lieu pour rêver. Elle ouvrit un lieu pour ceux qui errent, ceux qui ne sont pas morts, ceux qui ne sont pas vivants. Un lieu pour les âmes suspendues entre deux mondes. Sélène l'aida à modeler l'espace. Elle y mit une herbe douce qui ne poussait que la nuit. Nimi souffla un vent qui racontait des souvenirs aux arbres. Et Eliade tissa une tente de silence, où les voix pouvaient reposer sans être entendues. Quand le lieu fut prêt, Lior entra. Il ne sourit pas, mais son ombre s'adoucit. Et dans son regard, un remerciement ancien, brisé mais sincère. Dès lors, les âmes commencèrent à venir. Un filet d'êtres en transit, des voix sans corps, des gestes oubliés. Tous trouvaient refuge dans le lieu sans nom que les tisseurs avaient créé. Eliade comprit alors, ils n'étaient pas là seulement pour rêver. Ils étaient là pour guérir, pas seulement eux-mêmes, mais les autres aussi. Et le monde qu'ils avaient tissé devint plus vaste, plus profond. Ils s'enracinaient dans les douleurs du passé et poussaient vers les promesses de l'avenir. Certains appelaient cela le repos, d'autres la traversée. Mais elle, Eliade, lui donna un nom simple, léger, presque oublié, Néré. Le monde s'appelait Néré, comme un souffle, comme une berceuse. Et pendant ce temps, dans l'ancien jardin, quelque chose grandissait aussi. Un arbre, plus haut que tous les autres. Un arbre né d'un rêve oublié. Ses feuilles vibraient doucement dans le vent du matin. Et sur une branche, blottie contre l'écorce, Miro dormait encore.